C'est-à-dire une dictature, mais une dictature de forme plus subtile. Est-ce qu'on peut avoir juste une explication? Attention à vous, parce que là il y a les véhicules, c'est un bon moyen pour avoir un accident. Apparemment, on n'a pas le droit de rester, c'est ça? Un petit message. Un petit message, si tu as bien filmé tout ce qui s'est passé, c'est une procédure complètement illégale. Bien sûr, c'est illégal. À partir du moment où toi, tu dois prouver ou pas prouver que c'est un rassemblement, c'était pas un rassemblement. Tu es là, tu viens regarder l'hôtel Crillon et tu te fais virer comme un malpropre. T'as pas scandé, t'as pas appelé à manifester. C'est complètement illégal et ces gens... We like war. We're a warlike people. We like war because we're good at it. And you know why we're good at it? Because we get a lot of practice. This country's only 200 years old and already we've had 10 major wars. We average a major war every 20 years in this country, so we're good at it. And it's a good thing we are. We're not very good at anything else anymore. Huh? Can't build a decent car, can't make a TV set or a VCR worth the fuck. Got no steel industry left, can't educate our young people, can't get health care to our old people, but we can bomb the shit out of your country, all right? Especially if your country is full of brown people. That's our new job in the world, bombing brown people. Iraq, Panama, Grenada, Libya, you got some brown people in your country, tell them to watch the fuck out, or we'll goddamn bomb them. But when's the last white people you can remember that we bombed? Can you remember the last white, can you remember any white people we've ever bombed? The Germans, those are the only ones, and that's only because they were trying to cut in on our action. They wanted to dominate the world. Bullshit, that's our fucking job! I'm talking about the fact that a war is rich old men protecting their property by sending middle class and lower class young men off to die. Forget these foolish elections. The owners of this country don't care about the poor in general. Owners of this country, what are we going? But is this Karl Marx talking to me? The owners of this country are the voters of this country. You're wrong about that, Mike. Aren't the owners of this country the voters in this country who elected George Bush? Not. Listen, for politics, these elections are a charade. It is a charade. Oh, okay. It is. They are meant to. I'll tell you. Listen. Just listen for a minute. Learn a little something. The elections and politicians are in place in order to give Americans the illusion that they have freedom of choice. You don't really have choice in this country. All the things that are important reduced in choice. Newspapers in a city, how many? Used to be 3, 4, now it's 1 or 2. They're owned by the same people, and they also own a radio station. Give these people a voting day every year so that they'll have the illusion of meaningless choice. Meaningless choice that we go like slaves and say, "Yo, I voted." The limits of debate in this country are established before the debate even begins, and everyone else is marginalized and made to seem either to be communist or some sort of disloyal person, a kook, there's a word, and now it's conspiracy. See, they've made that something that should not be even entertained for a minute, that powerful people might get together and have a plan. Doesn't happen. You're a kook. You're a conspiracy buff. A conspiracy buff. Okay. Not as a result of a conspiracy, but because... You don't need a formal conspiracy. Right. When interests converge. These people went to the same universities and fraternities. They're on the same boards of directors. They're in the same country clubs. They have like interests. They don't need to call a meeting. They know what's good for them. And they're getting it. And there used to be 7 oil companies. There are now 3. It will soon be 2. The things that matter in this country have been reduced in choice. There are 2 political parties. There are a handful of insurance companies. There are about 6 or 7 information things. But if you want a bagel, there are 23 flavors because you have the illusion. You have the illusion of choice. Right. You don't get the real important choice. There's no freedom of choice. That's a great point. The church I go to, we have a hymn that the words go something like, I wish that my eyes had never been opened. Because if they'd been opened,
I'd have to do something about it. And I think that that's a problem with a lot of people in this country, is that they don't want their eyes to be opened because they're very comfortable, very secure. And if their eyes are open, they're going to have to do something. I'm sick of this, and I'll tell you why I'm sick of it. Because while these pathetic, naive people, despite all the evidence before them, are looking the other way, oh no, it's just paranoia. While they're doing that, they are allowing these people to impose their will on my children and my life, and I'm not having it. And if people would just engage a few more brain cells, open the eyes and look, they will see the scale of fascism, no other word for it, that we are being subjected to today. And if you don't wake up and you go on looking the other way, well, the fascism just gets more, and eventually it'll dawn on you, and by then it will be too late. Don't look to me for sympathy when it happens, mate, because you've got your chance now. And if they, the people sitting on their backsides and sitting on their hands and looking the other way now, don't join with those who are challenging this gathering police state, then those who are challenging it now, who've understood what's happening and the methods used to impose it, they are going to be not with us when the knock comes on their door. Oh, I've just had a knock on the door, what do I do? Go down the concentration camp, mate. There's loads of people there who were telling you years ago that this was coming. You were watching the soap at the time, remember? It's unbelievable that people can be so blind when now it is so close to their eyes. Ce que j'appelle l'oligarchie mondialiste, qui sont les élites d'argent, qui, moi je date ça à partir du milieu du XVIIIe siècle, travaillent en fait à ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial et l'avènement d'un gouvernement mondial, donc d'une oligarchie qui règne sur l'argent, notamment à travers le pouvoir bancaire, sur l'ensemble des peuples, et par, on dirait, en gros, par l'abolition des indépendances nationales. Voilà. Pour moi, l'empire, c'est ça. Ben, moi, je dis bien que c'est une domination essentiellement par le mensonge et la manipulation et la corruption. Hein. Ça rejoint d'ailleurs l'idée un peu du complot, parce que les complots ça existe, c'est-à-dire c'est une tentative d'accomplir un projet en le cachant au peuple, hein, et au nom d'autres raisons. C'est-à-dire qu'en réalité, on essaye d'amener aujourd'hui un gouvernement mondial au nom de la crise économique et au nom d'une expertise économique mondiale dont par exemple le patron du FMI, Strauss-Kahn, qui a beaucoup de sens par rapport aux Français, puisque c'est un Français, serait un des représentants, alors que je démontre dans mon livre que cette crise économique est provoquée par cette oligarchie mondiale pour en fait justifier sa prise de pouvoir. Hein. C'est-à-dire que c'est une tentative de prise de pouvoir par le mensonge. Le projet n'est jamais énoncé clairement. Hein. Et c'est pareil à tous les échelons. L'Union européenne fait partie de ce projet de domination oligarchique. C'est l'avant-dernière étape avant le gouvernement mondial, le gouvernement européen, on va dire. Et ça se fait toujours sous des raisons mensongères. Hein, on fait croire que c'est pour aider l'unité des peuples, que c'est pour améliorer la qualité de vie, c'est pour contrôler l'inflation, alors qu'en réalité, c'est une entreprise de domination dont le but est quand même clairement de mettre en fait la totalité des peuples, je dirais, en esclavage, sous le pouvoir de la banque, et en général pas spécialement pour leur bien-être. Hein. On voit que ça passe par des restrictions de liberté, des restrictions de pouvoir d'achat, des augmentations de lois policières, etc. etc. Hein, voilà. Ça ressemble un peu, je dis dans le livre, à l'URSS à l'envers, d'une certaine manière. Moi je suis français et j'écris ce livre en français, et d'abord pour les Français. C'est qu'en France, nous avons une situation très particulière qui ressemble à assez peu de pays au monde. C'est que nous sommes un pays qui avons inventé les droits de l'homme, ce qui est assez ambigu, mais il faut l'assumer. Hein. Nous avons inventé les droits de l'homme. Nous sommes un pays qui a eu une épopée coloniale. Et donc nous sommes un pays qui a sur son territoire, pour des raisons X et Y,
une communauté majoritairement, on va dire chrétienne, mais chrétienne laïcisée, mais aussi une très grande communauté aujourd'hui de musulmans, et aussi la communauté juive la plus importante d'Europe. Les échelles, effectivement, on est un pays aujourd'hui de 60 millions d'habitants. On peut imaginer qu'il y a au bas mot 7 millions de musulmans et 700 000 juifs, ce qui est beaucoup, puisqu'il n'y en a que 40 000 en Espagne, 40 000 en Italie, et que même l'Angleterre, qui est un pays à forte présence juive, n'en a pas la moitié de ce que nous en avons. Donc nous sommes vraiment... nous avons la plus grande communauté juive d'Europe de très loin. Voilà. Donc nous avons beaucoup sur notre territoire, beaucoup de juifs, beaucoup de musulmans et bon, des Français chrétiens mais déchristianisés. Voilà. Les droits de l'homme, à mon avis, étant une sécularisation du christianisme. Et le choc de civilisation qui essaye de faire croire à une menace djihadique planétaire et à une défense de l'Occident judéo-chrétien face à une agression musulmane, alors qu'en réalité, sur le terrain... et si on est un peu sérieux, c'est exactement l'inverse, et ben ce choc de civilisation qui est voulu par les néoconservateurs américains est très dangereux pour la France, parce qu'aux États-Unis, ça justifie un impérialisme et un néocolonialisme lointain, mais en France, ça entraîne quelque chose de l'ordre de la guerre civile. Voilà. C'est pour ça que moi j'insiste vraiment sur le danger de ce piège du choc de civilisation, parce que ça créerait en France... Si les Français tombaient dans ce piège, dans lequel les médias, les politiques, de façon sournoise, essayent de nous faire tomber tous les jours à travers la diabolisation des musulmans et des amalgames qu'on pourra préciser après, voilà, si ce choc des civilisations, les Français se mettaient vraiment à y croire jusqu'au bout, le danger, ça serait une situation à la yougoslave ou à la libanaise. Et je suis inquiet parce que la Yougoslavie et le Liban ont éclaté en tant que État-nation, exactement sur ce genre de stratégie de diviser pour régner, de monter des tensions qui ont abouti à la guerre civile et à la destruction de l'autonomie et de la puissance de ces pays. La Yougoslavie, on le voit aujourd'hui complètement, et le Liban, que je présente un peu comme un espoir aujourd'hui, est tombé dans ce piège de la guerre civile et qui a détruit ce pays très prospère pendant des années, et aujourd'hui, grâce à la main tendue de Nasrallah et du général Aoun, c'est-à-dire d'un chrétien maronite et d'un musulman chiite, ils arrivent à nouveau à sortir du piège et à faire la paix. Et moi je montre en fait cette réconciliation de Nasrallah et de Aoun comme l'exemple à suivre en France, plutôt que l'exemple très dangereux de la grande Serbie de Milosevic, de tomber dans ce piège qui en France correspond à la reconquista chrétienne et à cette idée qui est propagée aujourd'hui de façon, je dirais, grand public par Éric Zemmour, de façon plus extrémiste par les identitaires et de façon en ce moment assez ambiguë par notamment Marine Le Pen et en réalité de façon sournoise par toute la classe politique, UMP, PS, etc., y compris l'extrême gauche, à travers le combat pour la laïcité, NPA, Caroline Fourest, enfin voilà, les gens qui sont lucides voient bien qu'aujourd'hui, tout le monde en France, plus ou moins discrètement et brutalement, veut se payer les musulmans qui seraient le problème, alors que il y a en France d'abord une grave crise économique qui vient d'abord de Wall Street, donc de l'empire dont je parle et qui est un empire anglo-saxon, judéo-protestant et capitaliste, et qui ne vient absolument pas du monde musulman. Et il y a par ailleurs en France d'autres problèmes qui sont des problèmes de chômage, d'immigration, de délinquance, d'identité française, qui sont des vrais problèmes, mais qui ne se réduisent pas du tout à la question musulmane. Voilà.